Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Merci à tout le monde, aux participants, participantes, aux panélistes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Gabriel. Je travaille au MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. On est un regroupement national d'éducation populaire autonome. On travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. On regroupe 11 tables régionales qui, je pense, sont pas mal toutes là aujourd'hui, qui, elles, regroupent plus de 330 groupes populaires et communautaires dans 13 régions du Québec. J'ai animé la rencontre d'aujourd'hui avec le support de mes deux collègues que vous voyez ici, Vanouza et Valérie. Avant de débuter, quelques petits points techniques pour que tout se passe pour le mieux, mais je pense qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude des rencontres en Zoom, en tout cas pour plusieurs d'entre nous. On vous suggère ou on vous demande en fait d'éteindre vos caméras et micros pour les présentations. Quand vous pourriez prendre quand vous allez poser des questions pendant la période de questions, vous pourrez ouvrir votre caméra et votre micro. On vous rappelle que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée, va être diffusée par la suite. On va avoir des périodes de questions. Comment ça va se passer? On va avoir 3 blocs de présentation. Chaque bloc va avoir une période de questions. On vous demande de prendre la parole avec la fonction dans Zoom qui est dans Réaction, levez la main si vous avez la dernière mise à jour de Zoom. Sinon, si vous ne réussissez pas à le faire fonctionner, vous pourrez peut-être ouvrir votre caméra et lever la main manuellement. Mais on vous suggère, on vous recommande d'utiliser la fonction. On va prendre les paroles en alternance homme-femme, premier tour, deuxième tour, pour donner la chance à tout le monde de prendre la parole. Puis aussi, à noter, le chat, il va servir à gérer les questions techniques et pas faire de commentaires et ou poser des questions, s'il vous plaît. On va garder les questions dans les périodes de questions. Donc, tout le monde se présente avec le nom et le groupe que vous êtes. Oui, c'est une bonne idée. On est 64, je pense qu'on peut bien commencer. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de lutte à la pauvreté. Au MEPAC, on trouvait vraiment important de prendre un moment pour réunir nos alliés puis réfléchir ensemble sur cette question-là. On a donc choisi d'organiser 2 rencontres de panel, une aujourd'hui, le 16 novembre, et une prochaine, le 30 novembre, dans 2 semaines. Aujourd'hui, on reçoit 4 invités. Je vais vous présenter les invités qu'on a aujourd'hui. En premier, on va avoir une présentation de Marielle Bouchard, qui est militante salariée au volet Aide sociale à Rose-du-Nord, qui est un regroupement de femmes sans emploi du Nord de Québec, soit un collectif de femmes sans emploi ou à statut précaire qui milite pour l'amélioration des conditions de vie dans une approche féministe conscientisante. Elle est militante salariée à Rose depuis 11 ans. Elle a aussi travaillé à l'ADDSQM et à la maison communautaire Missinac. La meilleure formation qu'elle dit avoir eue, c'est de partager depuis 2008 son quotidien avec des femmes militantes en situation de pauvreté qui veulent changer le monde. Ensuite, on va avoir une présentation dans le même bloc de Geneviève Bouchard, qui a étudié en travail social, qui travaille dans la défense des droits depuis plus de 6 ans en tant que coordonnatrice de l'Action Plus à Sherbrooke. Elle s'implique dans le milieu communautaire depuis plus de 20 ans et être la voix des sans-voix est toujours et encore d'une importance capitale dans sa vie. Les présentations de Marielle et Geneviève vont nous parler de leur vécu terrain, du visage actuel que prend la lutte à la pauvreté, de ses transformations, entre autres avec le recul néolibéral, la tendance à l'intervention individuelle, puis la COVID. Ensuite, on va avoir une présentation de Maxime Boucher, qui assume la coordination du groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec, le GRFPQ, qui est un organisme communautaire fondé par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et qui vise à faire avancer et diffuser les connaissances sur la pauvreté et ses solutions. Il cumule plus de 10 ans d'expérience en action collective. Il s'intéresse aux inégalités sociales et épistémiques, la lutte à la pauvreté, les recherches participatives et l'histoire de l'organisation communautaire au Québec. On vous invite tous et toutes à fermer vos micros. Il y a un micro ouvert présentement qu'on entend des petits bruits. Quand vous n'allez pas avoir fermé vos micros, mes collègues vont les spotter et les fermer eux-mêmes et elles-mêmes si vous ne le faites pas à temps. La présentation de Maxime Boucher va porter sur les origines historiques du projet de lutte à la pauvreté, sur 2 grandes tendances qu'on peut identifier, des tendances qui s'opposent radicalement. Ensuite, pour le dernier bloc, on va avoir une pause avant le dernier bloc, vers 11h10. Pour le dernier bloc, ça va être avec Lucie Lamarche,
qui est professeure à la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, où elle enseigne le droit social et du travail et le droit international des droits économiques et sociaux de la personne. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1978 et administratrice de la Ligue des droits et libertés du Québec. Depuis 2018, elle siège aussi à titre de membre du panel d'experts sur les droits de la personne, du Programme de contestation judiciaire du Canada. De 2008 à 2013, elle a dirigé le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne à l'Université d'Ottawa, où elle était titulaire de la chaire Gordon F. Anderson en droit de la personne. Lucie va nous présenter son analyse de la tendance actuelle à la fiscalisation des protections sociales. Par exemple, de plus en plus de crédits d'impôt et de moins en moins de protection sociale. Donc, c'est ça pour un petit résumé des présentations et des personnes qui vont présenter des panels aujourd'hui. Donc, il est 10h11 et je céderai la parole à Marielle Bouchard. Bonjour Marielle. Bon matin tout le monde. Alors, on me donnait 10 minutes pour parler de beaucoup de questions, fait que c'est très court, c'est trop court, alors ça va être presque juste une introduction, fait que je vous invite à prendre des notes si vous voulez qu'on approfondisse des choses dans la petite période de questions qu'il va y avoir après. Donc, voilà, je travaille avec des femmes sans emploi à statut précaire ou assistées sociales. Donc, la lutte à la pauvreté, beaucoup de choses à dire. En même temps, je pense qu'on a des gens de qualité à l'écoute, fait que je ne sais pas à quel point je vais vous apprendre des choses. Moi, je suis née dans les années 80 et puis je me souviens des premières choses que je voyais aux nouvelles, là, la guerre du Golfe, Polytechnique. Puis à un moment donné, je retenais plus les choses que je voyais aux nouvelles. Je rentrais au cégep, j'ai entendu parler de l'ASLEA et là, il y a eu le sommet des Amériques. Donc, je pense que c'est un peu aussi dans ce contexte-là qu'on se ramasse aujourd'hui, en 2021, avec tellement d'austérité puis tellement de néolibéralisme qui a continué. Les conséquences ont continué de s'accumuler décennie sur décennie. Fait que c'est là qu'on en est aussi aujourd'hui. Quand on parle de lutte à la pauvreté, il y a tout le contexte politique qui a abouti de ces tendances politiques-là. Fait que les conséquences de l'austérité, ben, j'imagine que vous avez une bonne idée, vous les connaissez. C'est tout l'appauvrissement, c'est l'augmentation des inégalités, l'état de santé général des gens qui n'ont plus accès aux soins de santé, moins d'accès à l'éducation, aux services publics, aux programmes aussi, de plus en plus, je vous en parlerai tantôt. Fait que tout ça, c'est des tendances qui sont évidentes depuis longtemps, qui s'accélèrent, puis qui s'accentuent. Puis, d'un autre côté, il y a toujours la tendance aussi à traiter le privé très différemment de comment on traite la population. Les grandes entreprises, les banques n'ont pas le même traitement fiscal que la population. Et voilà, fait qu'il y a beaucoup d'inégalités qui augmentent à cause de ça. Fait que l'État, face à la lutte à la pauvreté, actuellement, ce qu'on voit, c'est le fédéral. Il y a une approche différente du provincial. Donc, ce que le fédéral a fait dans les dernières années, c'est qu'ils ont ciblé les gens pour lutter contre la pauvreté. Ils ont ciblé les gens qui étaient le plus proches du seuil de pauvreté. Et là, ils ont dit, OK, eux autres, il leur manque, mettons, 100 $ pour sortir de la pauvreté. Fait qu'on va donner 100 $ à ces gens-là. Et là, Justin Trudeau se vante d'avoir sorti tellement de milliers de gens de la pauvreté, alors que la différence qu'il a réellement faite, bon. Donc, c'est vraiment pour pouvoir dire qu'ils ont fait quelque chose plutôt que faire une grande différence sur le terrain. Du côté provincial, je trouve que le mot-clé, c'est déni. Complètement. Déni des problèmes sociaux, déni de la réalité terrain, de la pauvreté, du racisme systémique. Ça n'existe pas. La crise du logement, non, il n'y a pas ça. Il y a des itinérants qui meurent dans les rues parce qu'ils se cachent des policiers. Non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc, il y a un grand déni. Il y a une grande volonté politique de ne pas voir les problèmes pour ne pas devoir agir dessus de la part de la CAQ. Puis de ce côté-là, je trouve que ça ne fait pas vraiment différent des 15 ans de Parti libéral qu'on a eu. Il y avait une question aussi qu'on nous demandait comment la lutte à la pauvreté peut être critique du système capitaliste. Je pense que justement, c'est d'être conscient au quotidien qu'on a, nous, là, comme organisme de défense de droits, d'action communautaire,
Puis, comme population, on a juste des intérêts qui sont carrément opposés aux dirigeants qui sont mis en place, qui sont des représentants de la business et du privé et qui ont carrément des intérêts qui sont opposés à la lutte à la pauvreté, en fin de compte. Donc, c'est ça, tu sais, le capitalisme a besoin de pauvres pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir faire du cheap labor. Donc, c'est pas le capitalisme marche sur les pauvres pour se tenir debout. Donc, il ne faut pas attendre après eux pour que les vrais changements ne viendront pas de là. Ça, c'est clair. Fait que je pense qu'il faut juste être conscient de ça au quotidien. Je vais vite, là, mais en tout cas, vous me poserez des questions après. Visage de la pauvreté, puis les enjeux actuels, bien encore là, il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, pour regarder les problèmes sociaux qu'il y a. Puis au pouvoir, il y a une espèce de jovialisme, de toujours dire bah, c'est pas si pire que ça. Hein? Un logement, ça coûte pas si cher que ça, l'épicerie non plus. Puis de décrédibiliser les acteurs comme nous, c'est comme les groupes communautaires qui revenons dans les médias ou dans les rencontres politiques pour dire la réalité sur le terrain, c'est ça. Il y a toujours une minimisation des enjeux. Puis, vous le savez aussi, là, dans les problèmes sociaux, il y a toujours la partie visible et moins visible des enjeux sociaux. C'est un peu à ça que le communautaire sert aussi, à rendre visible, par exemple, l'itinérance des femmes qui est plus cachée ou en tout cas, des choses comme ça. Puis au niveau de la pandémie, peut-être ce que la pandémie a fait, je ne trouve pas qu'elle a tant changé des choses, elle a plutôt mis en lumière des choses qui étaient déjà là, aggravé ou accéléré des choses. Une chose évidente qu'on voit avec les personnes sociales et probablement aussi avec les personnes plus âgées, c'est la fracture numérique qui est devenue très, très grande, encore plus importante. Aussi, ben, tout l'isolement qui était déjà là, c'est vraiment accentué. Les gens avaient peur de sortir, puis il y en a pour qui c'est encore le cas. Au niveau de la santé mentale, je vous apprendrai rien non plus. Le coût de la vie qui augmente énormément. Puis l'implosion des services publics aussi, au niveau de la santé, services sociaux, entre autres, les gens ont pu accès à même des rendez-vous pour voir s'ils ont des problèmes de santé ou pour faire pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Fait que, en tout cas, il y a tellement de décalage que vraiment, on voit la santé des gens crasher sur le terrain avec nos militants. Moi, je vois l'état de santé général vraiment qui dégrade super vite à cause de ces soins de santé-là qui sont juste plus accessibles. Et toutes ces atteintes-là, je trouve que la fracture numérique est particulièrement évidente. C'est vraiment des atteintes, chacune de ces affaires-là, c'est vraiment des atteintes aux droits. Donc, la pandémie a vraiment accéléré les atteintes aux droits, dans le fond, le droit à l'information, quand on veut savoir comment ça marche l'aide sociale, des choses comme ça, on n'a pas l'information, le droit à la sécurité, le droit à la santé, à la justice aussi, d'avoir des recours, puis de pouvoir faire des démarches pour défendre ses droits. C'est vraiment toutes des choses qui se sont énormément dégradées avec toutes les conséquences que la pandémie a amenées. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en tout cas, j'essaie d'aller vite, puis là, je ne vais pas vite. Mais c'est ça, je trouve l'approche du gouvernement, évidemment, face aux problèmes sociaux, c'est souvent, en 2 minutes, mon Dieu, c'est souvent de reporter tout ça sur la responsabilité individuelle. Hein? Les personnes à l'aide sociale, ils ont juste à se bouger un petit peu. La solution, c'est le travail. Et on est dans le déni total des problèmes que les gens vivent. Même chose pour les victimes de violence, d'ailleurs. Tu as juste à dénoncer, puis ça va être réglé, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment un déni du côté collectif puis social des enjeux sociaux. Mais on est géré par des hommes d'affaires et non pas des sociologues compétents. Bon. Pendant ce temps-là, ben, je trouve aussi que c'est important de se rappeler que le privé comme s'immisce vraiment beaucoup dans l'État. Je trouve que le privé reprend un peu le rôle que la religion a déjà eu aux côtés de l'État. C'est éditorial. Et puis bon, portrait de la pauvreté, peut-être pour vous dire, là, avant, après la pandémie, en termes de personnes en situation de pauvreté, avant la pandémie, là, on était dans les 810 000 personnes, peut-être un petit peu plus, juste avant la pandémie. Et là, septembre 2021, on est à 1 200 000 personnes au Québec, là,
en référence à la MPC. Donc, c'est vraiment comme un gros, gros décalage. Puis au niveau de l'aide sociale, bien, vous savez qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et tout ça, là. Donc, avant la pandémie, au niveau de l'aide sociale, on tournait autour des 300 000. Des fois, c'était selon les mois, des fois, c'était un peu plus, un peu moins, mais pas mal sur 300 000. Et là, avec la pandémie, il y a eu un petit peu plus de demandes et on est vraiment revenu au seuil pré-pandémique, même qu'on est à 270 000 personnes à l'aide sociale adulte. Donc, on a moins qu'avant la pandémie. Alors, où sont ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il n'y a pas moins de personnes malades, il n'y a pas moins d'arrêts de travail pour maladie, de problèmes de santé mentale non plus. Et j'ai dit à peu près les 2 tiers de ce que je voulais dire, mais je pense que j'ai plus de temps. Ça se peut-tu? Animateur? En effet. OK, j'arrête. Bien, merci beaucoup, Marielle. C'est très rapide, 10 minutes, effectivement. C'est le défi qu'on se donne dans des moments comme ça. Je céderai la parole à Geneviève Bouchard. Bonjour, Geneviève. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. En fait, Marielle a fait plusieurs choses plusieurs trucs qui ont été soulevés. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne me répéterai pas. Pour nous, à l'Action Plus, on est un organisme en défense des droits des assistés sociaux. En fait, on a tous le même constat ensemble ici aujourd'hui que la transformation de la pauvreté, bien, c'est sûr, inévitablement, il faut qu'il y ait des changements aussi au niveau du chèque. On a compris qu'il n'y a pas eu d'indexation sur le coût de la vie depuis des années. Puis aujourd'hui, avec, oui, la crise du logement, avec le coût des aliments, on constate, on n'a pas besoin d'avoir un bac en mathématiques puis une maîtrise en sciences pour démontrer que ça ne fonctionne pas du tout actuellement, dans le contexte actuel, avec le chèque de base, par exemple, de 708 pour des gens là, qui font une demande et vivent à ce niveau-là sans avoir recours aux banques alimentaires, aux organismes communautaires. Alors ça, c'est certain d'emblée, on est tous bien d'accord sur ça, que ça n'a aucun sens, puis que oui, on doit faire prioriser ce changement-là. Les effets sur la pandémie, nous, dans notre contexte à Estrien, à Sherbrooke, Estrien, parce que nous sommes un organisme quand même qui défend au niveau régional, c'est certain qu'on a bien constaté, puis on a travaillé fort avec un comité sous-jacent auprès du ministère pour démontrer qu'il faut qu'il y ait des actions. Puis vous l'avez vu à travers les médias qu'on était hyper impliqués à ce niveau-là. Juste d'offrir des masques, c'était déjà quelque chose qui était d'emblée qu'on demandait au gouvernement de donner aux gens en situation de pauvreté. Alors, on allait vraiment, on tissait large à ce niveau-là. On n'a pas eu. On avait des rencontres vraiment à toutes les semaines avec le ministère, les fonctionnaires. Puis, alors, pour ma part, pendant la pandémie, on se disait vraiment, écoute, on a une collaboration, mais je vous avoue que je suis un peu tannée d'entendre le mot « on a bien entendu », puis qu'on n'a pas d'action. Alors, ça résume bien, en fait, ce que le gouvernement fait à notre égard. Petite anecdote, juste avant de rentrer dans le panel, j'avais ma députée fédérale qui était à ma porte, qui voulait me parler aujourd'hui concernant la PCU. Fait que c'était justement dans ce contexte-là où démontrer que non, on n'est pas entendu auprès du gouvernement. J'entends que mes députés veulent faire leur travail, veulent démontrer leur ouverture, mais c'est plus que ça. On a compris que c'est plus que ça que venir me faire un petit clin d'œil. Alors, bref, c'est ma petite parenthèse. J'aimerais ça qu'on parle aussi au niveau de l'individualisme, quand on parle de l'intervention individualiste versus le collectif. Nous, en ce moment, ce qu'on peut vivre également, c'est que la pauvreté a changé. Oui, le visage de la pauvreté change. C'était d'ailleurs une publicité qui a eu lieu dans le contexte des paniers de la guignolée il y a quelques années. Nous, à l'Action Plus, on reçoit des gens quand même qui ont des emplois quand même reconnus. On accueille des gens qui se sont retrouvés à
à être dans un contexte où ils ont épuisé leur chômage, ils ont épuisé la PCRE, puis finalement, aujourd'hui, ils n'en ont pas de travail. Parce que oui, c'est important de le dire, on se répète, là, mais c'est important de le dire que les gens qui font appel à l'aide sociale, c'est vraiment une aide de dernier recours, on a tous compris ça, mais c'est souvent des gens que leur maladie n'est pas reconnue. Alors ça, c'est un cheval de bataille qui est important de souligner, c'est important de faire la part, de démontrer que oui, le système de santé a besoin de reconnaître certaines maladies, puis a besoin de reconnaître le patient dans ce qu'il vit. Puis ça, moi, en tout cas, encore hier, j'avais un dossier d'une personne qui a vécu un post-traumatique par rapport à une violence, victime d'une violence, effectivement. Puis on est dans un problème de justice. Aujourd'hui, cette personne a besoin d'avoir de l'aide sociale pour être capable d'aller au bout de son processus de guérison. Mais elle ne peut pas avoir d'aide sociale parce qu'on n'est pas capable de transmettre des papiers. Fait que ça, c'est vraiment la bureaucratie, là, quelque chose qu'on travaille fort, nous, dans le contexte de nos organismes en défense des droits. Mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait des changements aussi. Il faut qu'on aille de l'avant dans tout ça. Je vous parlais de changement. Oui, moi, je constate présentement en Estrie qu'on touche toutes les sphères de la population. On touche tout le monde, là. Moi, aujourd'hui, j'ai une psychologue qui est venue me faire une demande. Vous allez me dire, une psychologue? Oui, Calique. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, puis ils se retrouvent sur l'aide sociale, puis ce n'était pas dans leur plan de match, là, puis leur plan d'action. Puis ça, c'est un peu mon discours, moi, depuis plusieurs années comme coordonnatrice du milieu communautaire. C'est qu'on n'a pas fait de choix dans nos vies. Ce n'est pas un choix de carrière de me retrouver en aide sociale. Ce n'est pas un choix de carrière de me retrouver dans une situation de précarité financière. Personne n'est à l'abri de ça. Même nous, dans le milieu communautaire, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on doit y réfléchir. Si je reviens par rapport à le contexte individuel, oui, nous à l'Action Plus, on accueille les gens, on fait des interventions individuelles, mais c'est toujours dans une perception puis dans une perspective avec nos lunettes que tous ces dossiers-là puissent devenir collectifs. Puis on l'a constaté, hein, on a eu plusieurs à ce niveau-là, nous en Estrie. On se souvient d'une dame, par exemple, qui était coincée au Nouveau-Brunswick pendant la pandémie, puis qu'elle a eu une réclamation de 2 000 $ parce qu'elle ne pouvait pas quitter. Alors ça a fait les médias, on a présenté ça devant le ministère, puis on a gagné cette cause-là. Mais si, à ce niveau-là, la personne était venue à mon bureau, puis on aurait maintenu ça, puis on n'aurait pas fait cette démarche-là au niveau national, puis dans les médias, ben, on n'aurait pas eu au niveau médiatique, ben, on a eu cette victoire-là. C'est certain que nous, l'Action Plus, on emploie ça. On a quand même des liens privilégiés auprès des médias estriens. Puis on a constaté aussi que quand on se présente devant les médias, ben, on a des chances d'avoir des répercussions auprès du gouvernement. Fait que dans ce cas-ci, nous, on est vraiment plus à ce niveau-là. On s'assure d'avoir une approche, oui, on les accompagne au niveau individuel, mais on garde toujours en tête que la personne qui est en face de nous peut avoir une démarche, on l'encourage aussi des fois à aller auprès des médias. Alors, ça ressemble un petit peu à ça en ce qui nous concerne, nous, en Estrie. Ouais, je m'arrêterai ici. Si ça vous convient, là, je m'arrêterai ici. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, on prendrait une période de 15 minutes de questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 personnes, 3 questions, puis on va laisser les panélistes répondre en bloc à ces questions-là. C'est ma collègue Vanouza qui va gérer la période de questions. Donc, à vous la parole. Bonjour, il y a Sylvain. On prend 3 questions à la fois. À date, j'ai juste une main levée, c'est Sylvain. Fait que je ne vois pas d'autres mains levées, mais alors, Sylvain, tu peux poser ta question. Alors, ma question, nous observons ici au Bas-Saint-Laurent, j'aurais deux volets à la question. D'une part, nous observons ici au Bas-Saint-Laurent
une montée des personnes itinérantes, chose qu'on n'avait jamais vue dans nos régions, d'une part. D'autre part, comme Marielle soulignait, on constate, selon les statistiques du ministère, une baisse des personnes assistées sociales. Par contre, ce qu'on voit sur le terrain, on voit beaucoup, par exemple, c'est pour ça que je m'adresse à Marielle, je ne sais pas si vous voyez ça dans vos régions, on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mères monoparentales et qui survivent grâce aux allocations familiales et qui ne vont pas à l'aide sociale. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez aussi dans vos régions? Merci. Bon, c'est Marielle. C'est à Marielle que tu avais. Je pensais que tu prenais 3 questions puis qu'après ça, on répondait. Oui, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'autres questions à date. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. Mais merci. Ouais, ben c'est ça, là. Moi, j'ai terminé là-dessus. Effectivement, là, le nombre de personnes assistées sociales n'a jamais été si bas de l'histoire. Ça fait des années que je le dis, mais il est toujours de plus en plus bas, ce nombre-là. Et bizarrement, là, Sylvain, je sais que tu le sais, je le dis plus pour les autres, mais étonnamment, ce qui ne change pas dans le temps, c'est qu'il y a toujours 50 de personnes qui sont soit sans contrainte ou avec des contraintes temporaires, malgré qu'il y en a de moins en moins des personnes qui ont accès à l'aide sociale. Fait que, normalement, il faudrait reconnaître le fait que les gens sont scrap, là, et ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de la situation des femmes, oui, c'est ça, l'itinérance des femmes a quand même une couleur particulière. Souvent, ils vont être... ils vont aller chez des amis ou ils vont être dans leur voiture ou ils vont moins aller dans les ressources aussi, essentiellement pour protéger leur intégrité physique, là, souvent. Non, je n'ai pas eu de cas où c'était vraiment genre j'ai pas accès à l'aide sociale et je vis juste des allocations familiales. J'en ai pas eu, mais j'ai eu des personnes où l'enfant arrivait à 18 ans puis que là, ça crée comme un super gros stress dans la famille monoparentale, là, parce que les allocations familiales ne seront plus là, puis qu'il va juste avoir l'aide sociale, puis que là, le niveau de vie n'est plus là. Mais non, pas des cas spécifiquement comme ça. Bon, merci, Marielle. J'ai une autre question maintenant, c'est Jacinthe des Droits des Vents. Puis après, il y a Michel. Donc, c'est les 2 questions que je vois. Jacinthe d'abord, puis ensuite Michel. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. En fait, ce n'est pas une question. Je me présente, Jacinthe Leblanc. Je travaille en défense de droits depuis 20 ans. Je suis grand-maman. J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants. Et j'écoute tout ce que je constate présentement. C'est comme un message. Là. Je me dis, OK, là, on peut regarder toutes les causes. Là. Tout le monde est dans la pauvreté. Et il y a une crise de besoins essentiels. Puis, on n'est pas en vase clos. On ne peut rien pour l'ASLEA, on ne peut rien pour les échanges économiques, on ne peut rien pour le changement du climat. Je me dis que peut-être il faudrait travailler à comment. Ben, je vous pose la question, la génération, là. Comment vous allez faire pour couvrir les besoins essentiels sur le territoire? Comment on va favoriser l'agriculture? Il y a une crise du logement. On ne peut plus compter sur les gouvernements, ça a été dit tantôt. Je pense que c'est vrai. Parce qu'avant de monter dans la pyramide, là, on est dans les besoins essentiels. Donc, comme les oiseaux, les poissons, il y a quelque chose qu'il faut se poser en tant que société de génération sur notre territoire. Je vous invite à ça, la génération. Moi, c'est à ça que je pense. Je me dis que présentement, là, OK, on peut nommer les causes, on peut nommer des cas tout individuels, tout personnels, puis bon, dans tous les gouvernements, puis les règlements, puis les choses. Mais ce qui sort de ça, là, c'est que même ici, au Québec, là, on a une population qui est en danger de couvrir ses besoins essentiels. Se nourrir, se loger, gna gna. Et voilà, c'était mon message. Je vous souhaite bonne chance. Mais ouais, j'aimerais que le mouvement commence à penser à OK, on va s'organiser sur le terrain, là. Bon, favoriser les jardins, il y a toutes sortes de petites choses, là, mais bon, je vous invite à revenir. OK, peut-être faudrait faire juste du steak, blé d'Inde, patates, carottes, là, mais bon, je ne sais pas, il y a quelque chose, là, je vous dis, un grand défi.
un grand défi, mais je crois que pour arriver à lutter contre tout ça, il faut commencer par la base sur le terrain. Ben, merci beaucoup, Jacinthe. Alors, Je vais voilà. prendre maintenant la question de Michel. Bonjour tout le monde, Michel Savard de la table des groupes populaires de la Côte-Nord. En fait, c'est la table du MEPAC. Je voudrais savoir si vous avez connaissance de personnes, de familles ou de personnes seules qui, pendant la période de confinement, n'ont pas eu accès, par exemple, à des cliniques d'impôt, des choses comme ça, et qui n'ont pas eu, du coup, accès à le crédit qui viennent avec. Parce qu'on a mis sur pied une campagne, je ne suis pas seul, on est une petite gang, on est dans la province, une quarantaine d'organismes, qui fait des actions là-dessus, qui prépare des choses qui s'en viennent pour le mois de février. Et ce serait peut-être le fun si on pouvait être en contact avec le plus de gens possible qui ont vécu ou qui vivent cette situation-là. Bon. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. Fait qu'on a la question de Michel, puis l'intervention de Jacinthe. Est-ce qu'il y a une des panélistes qui aimerait répondre à Michel ou à l'intervention de Jacinthe? Je peux essayer. D'accord. Ben, c'était assez flou, là, la première intervention, là, mais dans le fond, ça tirait un peu dans toutes les directions. Mais moi, ce que ça me donne envie de dire, c'est que, en tout cas, je trouve que la caractéristique, moi, je travaille vraiment avec des femmes en situation de pauvreté, puis la principale caractéristique qui amène les femmes dans la pauvreté, c'est plusieurs formes de violence dans leur trajectoire. C'est quasiment systématique. Puis l'État reproduit ces violences-là, puis en remet, puis crée un processus de revictimisation. Fait que je sais que là, ça ne ressemble pas à la question qui était posée, mais c'est vraiment, premièrement, je trouve ce qui revient le plus souvent, ce qui est le plus commun entre tous les vécus qu'il y a. Fait que, tu sais, ce qu'on pourrait proposer comme filet social, c'est plutôt quelque chose qui arrête de répéter ça et d'exclure des gens aussi, comme on parlait avec Sylvain, les gens qui n'ont pas accès à l'aide sociale. Puis, donc, je pense que ça, tu sais, il y a beaucoup de solutions qui passent par l'universalité puis un réel accès à un vrai filet social. Donc, pour ce qui est de l'aide sociale, bien, une aide qui est suffisante puis qui arrête d'exclure tout plein de monde, qu'on ne sait pas trop où ce qui se ramasse. Parce que dans les groupes comme à Rose-du-Nord, c'est un groupe où on vient pour militer. Là, on a quelques services, mais on est surtout un groupe de militance. Et donc, les femmes qui viennent pour militer à Rose-du-Nord, les personnes avec le petit chèque d'aide sociale, là, on ne les voit pas. On ne les voit juste pas dans les groupes parce qu'ils sont bien trop en survie. Ils sont deep, là. Ils sont vraiment loin là-dedans. Donc, on leur parle au téléphone pour les aider dans leur cas d'aide sociale, mais au quotidien, on ne les voit juste pas parce qu'ils sont bien trop en survie. Donc, ça, il faut que ça arrête. Puis, je pense que ça passe par une réelle universalité d'un vrai filet social. Pour la première question, c'est ça que je voudrais répondre. Pour l'affaire des cliniques d'impôt, ben, pour vrai, l'enjeu avec les impôts, je te dirais, cette année, ça a été beaucoup là, la double réclamation de la PCU. Fait que là, ça, peut-être pour démêler, c'est quoi, là? Il y a eu la PCU, il y a eu un super flou artistique autour de ça. Et la double réclamation, c'est que pendant à peu près un an, en tout cas, il y avait des menaces que le fédéral réclame la PCU et que l'aide sociale réclame l'équivalent de la PCU pour les personnes assistées sociales qui l'avaient eu. Je vous passe les détails, mais oui, c'est possible que des personnes assistées sociales aient eu droit à la PCU dans certains cas. Donc, là, il attendait que le fédéral se décide autant des impôts pour pouvoir comme décider qui doit rembourser la PCU ou pas. Fait que ça, je dirais qu'on a eu plus des cas de ça. Au niveau d'avoir accès aux cliniques d'impôts, sur le terrain, pour moi, ce n'est pas un gros enjeu. Par contre, l'enjeu que je trouve le plus dérangeant là-dedans, c'est que quand les gens l'ont, leur retour d'impôt, ils se le font voler par l'aide sociale après. Voilà. Bon, merci, Marielle. Je vais prendre un dernier tour de questions. Puis après, ça sera fini parce qu'il a le temps file. Il a fait 3 personnes, mais maintenant, il a juste 2 personnes. Fait que c'est en premier Catherine Charon, ensuite Maxime Boucher. Bon, c'est Catherine et Maxime.
Oui, bonjour. Merci aux présentatrices. Je m'appelle Catherine Charon. Moi, je travaille comme conseillère au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Et puis, ma question est assez précise, là. Elle ne touche pas au fond là, de l'enjeu, bien sûr, mais elle concerne plutôt l'accès concret là, aux prestations et aux services. Puis, ma question, c'est est-ce que vous avez constaté avec la pandémie un accroissement ou de nouvelles difficultés pour accéder à l'aide sociale, de nouvelles embûches peut-être administratives? Là, je pense à l'implantation du dossier en ligne, par exemple, à l'aide sociale. Je pense à l'accès à un agent d'aide. Je pense à tout simplement avoir accès à parler à quelqu'un au centre d'appel. Tu sais, est-ce que vous avez constaté des changements pendant la pandémie à cet égard-là? Est-ce que je peux répondre? Mais est-ce qu'on peut prendre la question de Maxime avant, puis après, est-ce que vous pouvez juste garder? Puis Maxime, oui. Oui. Allô, merci à vous deux pour vos présentations. C'était une question à Marielle. Il y a, voyons, ah oui, il y a Anne-Valérie qui l'a aussi souligné. Le capitalisme a besoin des pauvres pour se tenir debout. J'aimerais t'inviter à développer un peu plus comment tu vois que ça se produit, puis comment ça se discute dans votre groupe, cette analyse-là à Rose-du-Nord. Je serais bien curieux de t'entendre là-dessus. Merci. Bon, il y a une dernière question. C'est Geneviève. Geneviève, l'action, je ne vois pas le nom de l'organisme, mais Geneviève, tu peux poser ta question? Non, je veux juste répondre à la question de Mme Catherine Charon, puis à faire un petit clin d'œil par rapport à tout ce qui s'est dit depuis. Là. Bon, c'est bon. Désolée. Fait que vous pouvez répondre à Catherine et Maxime. Oui. Bien, tout d'abord, bonjour Catherine, ça fait plaisir de vous voir. On s'est écrit à quelques reprises. Oui, il y a des enjeux au niveau de l'aide sociale en ce moment, puis l'accessibilité. C'est quelque chose qui est vraiment pas simple parce que justement, étant donné que les agents jusqu'à dernier jour, là, ils sont quand même en télétravail plus régulièrement qu'au bureau. C'est certain que toute l'ampleur en ce moment de joindre les agents, c'est vraiment un casse-tête. Bon, l'Action Plus, l'Estrie, on a fait partie d'un projet où on a un courriel sécurisé. Fait que ça nous permet au moins à ce moment-ci d'entrer directement avec les agents. Mais moi, j'ai encore aujourd'hui, j'ai encore un appel, j'ai fait le 2 novembre. On est aujourd'hui le 16 novembre, je n'ai pas eu de nouvelles de l'agent. C'est inacceptable dans un contexte où la personne est dans une situation de précarité épouvantable. On attend un chèque, on attend de l'argent. Fait que on travaille fort avec le comité, avec un comité sur ces dossiers-là. Mais aujourd'hui, c'est certain qu'avec la pandémie, tu as raison, c'est un enjeu qu'on a oublié de mentionner tantôt, que c'est vraiment difficile de rejoindre les agents, de transmettre les papiers aussi dans un contexte où ils ne sont pas présents, hein, sont absents. Alors, on garde les yeux ouverts à ce niveau-là pour s'assurer qu'on ne perde pas des gains qu'on a déjà eus. Pour moi, c'est bien important qu'actuellement, puis aussi qu'on sait très bien que présentement, les agents d'aide sociale sont vraiment au niveau national. Par exemple, l'Action Plus de Sherbrooke, qui a un lien particulier avec les agents, qu'on travaille avec des personnes, qu'on s'assure d'avoir un lien privilégié avec eux. Mais là, aujourd'hui, c'est la madame de Shawinigan qui répond à ma demande, puis elle n'a aucune espèce d'idée qui on est. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, des fois, les enjeux sont plus rough que de parler directement avec un agent qu'on a créé un lien pour qu'on a eu une belle approche professionnelle à ce niveau-là. Fait que ça, c'était pour ce qui est des cliniques, des cliniques pour M. Michel Savard. Nous, à Sherbrooke, c'est certain que pendant la pandémie, je sais qu'il y a eu c'était difficile pour les gens. Puis aussi, on a fait vraiment une démarche avec vous. Là, on était impliqués pour s'assurer que justement, que tout ce qui est en lien avec les demandes d'impôts, bien, ça soit automatiquement, on sait bien, ils n'en payent pas d'impôts. Fait qu'automatiquement, ça soit inscrit dans le chèque, puis qu'on n'ait pas ce souci-là à s'occuper. Alors, c'est un peu à ce niveau-là que je voulais répondre rapidement. Merci.
Merci Geneviève. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Marielle ou tu veux répondre à Maxime? Combien de temps il reste? Mais 1 minute. Ah, ben, peut-être juste pour répondre à Catherine là, du SFPQ, là, rapidement. Durant la pandémie, oui, ça a été compliqué. Les gens ne parlaient jamais à leur agent à cause du télétravail. C'était toujours par boîte vocale interposée. Les retours d'appel ne se faisaient pas. Il y avait beaucoup plus de délais. Qui subit les conséquences des délais? C'est la personnalité sociale. Mon dossier en ligne et les gens ne sont pas connectés. Fait que s'ils reçoivent un avis par mon dossier en ligne, ben, eux autres, ils vont le savoir juste quand ils vont recevoir le chèque qu'ils vont se faire couper. Si on le voit, les gens ne reçoivent plus les papiers par la poste pour se faire dire « Vous allez avoir une coupure, c'est le temps de réagir ». Donc, ce n'est pas super aidant là, pour beaucoup de gens. Puis, ils ont peur de prendre des informations, évidemment, là, parce qu'à l'aide sociale, quand tu appelles, tu te fais menacer puis enquêter. Fait que les gens n'appellent pas pour se faire informer parce qu'ils ont trop peur de ça. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à la question de Maxime. Le capitalisme a besoin des pauvres, oui, parce que ça prend des gens à exploiter si on veut qu'il y ait des riches. Parce que cheap labor, ça prend quelqu'un pour occuper ce rôle-là. L'avènement d'objectifs emploi, c'est du workfare, c'est rien d'autre que ça. Les gens sont obligés de passer par là maintenant. Je sais que là, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ce que je dis, mais à quoi ça sert ça d'avoir des pauvres du cheap labor? Ben, premièrement, ça renforce le mythe du mérite aussi, hein, parce qu'il y a une espèce de mythe là-dessus que si les riches sont riches, c'est parce qu'eux autres l'ont mérité. Hein, la femme de chambre qui s'épuise à un salaire indécent, et elle ne travaille pas fort dans sa journée. Elle mérite d'être pauvre. Donc, il y a une espèce de mythe à entretenir. Ça entretient les préjugés aussi, que les gens ne font pas des efforts. Fait que c'est normal qu'ils restent pauvres, qu'ils ne mangent pas leur faim. Puis, moi, je trouve aussi que les programmes, là, les programmes d'employabilité, c'est rarement quelque chose qui donne des compétences réelles aux gens quand ils sortent de là. Fait qu'entre-temps, ça a servi à quoi? À part que des gens pas en santé aillent s'épuiser sur des programmes qui ne leur donnent pas grand-chose, bien, de mon point de vue, c'est un petit peu des subventions déguisées aux entreprises aussi là, pour dire, bien, tiens, on te donne de l'argent pour le salaire de quelqu'un qui va aller faire du temps chez vous. Mais bon, j'ai plus de temps. Bon, mais merci, Marielle. Je suis désolée. Je sais qu'il y avait une question encore, mais on n'a pas le temps. On a déjà dépassé le temps qu'on avait. Oui, c'était pour venir à la question de la dame du SCFP. Je vais y aller très rapidement. Je suis un conseiller en défense de droit ici dans mon groupe et j'ai eu à m'occuper de quelqu'un en fin de vie. Et il est arrivé une situation qui m'a répugné carrément. Parce que cette personne-là, durant les derniers mois de sa vie, soit les 3 derniers mois de sa vie, avait plus accès à aucun revenu. Et tout simplement parce que les délais étaient épouvantables. On le faisait attendre au téléphone. Il était en fin de vie à cause du cancer. C'est Mario, Marielle le connaît, là. Puis c'était un casse-tête épouvantable. J'ai dit, fais une demande d'aide sociale, au moins pour en attendant. Il l'a essayé, mais c'était épouvantable, les temps d'attente. De fait qu'il s'est découragé. J'ai dit, regarde, Mario, arrête de te casser la tête. Je vais m'occuper de toi. Puis ça a fini là. Puis ils ont réagi au mois de juin. La personne est décédée le 27 avril. C'est répugnant d'avoir traité quelqu'un en fin de vie comme ça. Je suis désolé de dire ça, mais c'est réel ce qui est arrivé. Je l'ai vécu et j'ai trouvé ça vraiment dur pour la personne. Merci. Merci, Sylvain. Et je vais passer la parole maintenant à Gabriel. Oui, bien, merci pour ces partages. Donc, je céderai la parole à Maxime Boucher. Bonjour, Maxime. J'arrive, ce sera pas long, je me suis accroché dans mes pitons de partage d'écran. Je suis là. Allô? OK, donc, merci aux 2 présentatrices ce matin, puis merci Marielle pour la réponse à la question, mais qui est une super grande question, fait que j'espère qu'on aura l'occasion d'en rejaser. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est
parler de faire un petit retour historique. Évidemment, en 15 minutes, ça va vraiment aller vite, mais c'est des origines à la lutte à la pauvreté et 2 tendances qu'on peut opposer. Fait que mes objectifs, là, c'est clarifier le sens qu'on peut donner à la lutte à la pauvreté parce que ce n'est pas tout le monde qui en parle de la même manière, qui disent la même chose de la lutte à la pauvreté, puis c'est vraiment opposé à mon sens. Revenir sur les origines historiques de la lutte à la pauvreté pour se rappeler que ça vient des États-Unis, du sommet de l'État états-unien, un décret de la présidence puis, qui avait comme pouvoir de renforcer le pouvoir fédéral aux États-Unis puis renforcer le capitalisme. Puis je vais poursuivre avec les 2 tendances. Une tendance qui, à mon sens, dans l'État de pauvreté, il y a d'étendre et renforcer le capitalisme. Puis une autre tendance qu'on incarne plus en défense collective des droits, qui est critiquer le capitalisme à partir de ses conséquences sociales avec une volonté de les prévenir, mettre autre chose en place. Donc, déjà, qu'est-ce que la lutte à la pauvreté veut dire? On voit 2 personnes qui en parlent, mais qui disent 2 choses complètement opposées. Jean Boulet, actuel ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui dit « Je reste convaincu que le meilleur moyen d'assurer l'indépendance économique des bénéficiaires de l'aide sociale, c'est par l'emploi. » Puis ça, ben, il parle de lutte à la pauvreté au moment où il dit ça. Puis un autre qui va, Michel Chartrand, à l'opposé, qui va dire pour éradiquer la pauvreté, donc pour lutter contre la pauvreté, mais ça prend un revenu de citoyenneté. Donc, puis, je vais développer là-dessus sur les 2 tendances. Je pense que vous avez vu quand même où est-ce que ça loge. Puis, il y a d'un côté, on met l'emphase sur la responsabilité des individus à travailler, à générer par eux-mêmes, elles-mêmes leurs revenus, alors que de l'autre, on met l'accent sur la responsabilité de l'État de donner, d'offrir ce revenu-là aux personnes pour les sortir de la pauvreté. On va y revenir, mais là, un petit détour sur les origines de la lutte à la pauvreté. C'est la lutte à la pauvreté, c'est l'expression même, est née en anglais, c'est la War on Poverty, décrétée en 1964 par le président des États-Unis, Lyndon B. Johnson. Puis, c'est en plein contexte, dans les années 60, c'est la grande société de Great America, on est en pleine 30 glorieuses. Vous voyez ici l'image avec la belle famille, barbecue, ils ont sûrement un chalet, les enfants ont plein de jouets, des patentes neuves, le bateau en arrière. C'est le modèle, puis le modèle états-unien s'impose comme modèle universel avec la banlieue, l'auto, bref, tout ce qu'on connaît. Mais dans ce contexte-là, il y a un socialiste, Michael Harrington, qui publie The Other America, qui, là-dedans, il dit « Alors que l'American Dream est à son apogée, il y aurait le quart de la population aux États-Unis qui vit dans la pauvreté. » Espèce de scandale médiatique, ça a vraiment été repris. Puis l'État n'a pas pu ignorer le problème à ce moment-là. Puis je suis d'accord avec l'analyse de Marielle ici que l'État a aussi un gros rôle dans la définition, conception des problèmes dans le discours, à la place publique, puis qu'est-ce qui est reconnu comme un problème public, un problème social, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis, mais là, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire l'autruche, il devait adresser une solution, puis ça a été la lutte à la pauvreté. Puis, quelle forme ça a prise aux États-Unis? Ben, il y a eu 2 lois qui ont été votées dans cette guerre. Il y a l'Economic Opportunity Act, fait que, la loi d'opportunité économique, on pourrait dire pour le traduire, qui a fondé le Bureau des opportunités économiques. Et puis, il y a eu aussi un amendement sur la sécurité sociale qui a fondé le Medicare et le Medicaid. Puis déjà, ici, là, on voit 2 logiques d'intervention vraiment différentes qui ont été mises en place. Une première d'activation qui se rapporte à l'Economic Opportunity Act. Puis il y a eu 2 autres embranchements à ce bureau des opportunités d'emploi. Puis on pourrait, ça ressemble quand même à ce qu'on a connu ici. On pourrait comparer ça au Carrefour Jeunesse Emploi, puis au Centre d'Emploi Québec et les autres du genre. Mais il y a eu les Job Corps, que ça visait à former et éduquer les jeunes provenant de familles pauvres pour qu'ils puissent s'intégrer dans le marché de l'emploi. Puis Head Start intervenait auprès des jeunes familles pauvres pour favoriser la réussite scolaire. Puis, fait que vraiment une intervention ciblée, ben, j'y arrive tantôt. Puis, un volet de protection, offrir une assistance de dernier recours pour le revenu et l'accès aux soins
et aux médicaments. Déjà aussi à l'époque, il y avait une sécurité sociale, une aide sociale à peu près comme on la connaît ici, qui a été enrichie quelque peu au moment dans le cadre de la guerre à la pauvreté aux États-Unis. Mais ça ici, vous m'excuserez, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus éventuellement mieux connaître, le régime d'aide sociale aux États-Unis. Je ne le connais pas aussi bien que le nôtre. Mais je voulais plus attirer notre attention sur le volet activation des populations. Ici, il y a vraiment une vaste opération de l'État fédéral pour qu'il perce dans les quartiers pauvres. C'était l'idée d'aller dans ces poches-là de pauvreté qui n'étaient pas intégrées à la grande société, au Great America, puis d'aller les recruter les éléments prometteurs des quartiers pauvres pour qu'ils puissent servir de main-d'œuvre et puis qu'ils ne soient plus laissés à eux-mêmes dans la pauvreté, puis pour qu'ils puissent contribuer à la croissance économique. Puis dans les années 60, on est dans une époque de croissance avec besoin de main-d'œuvre. On pourrait comparer ça à une forme de colonialisme intérieur ou une sorte d'immigration, de recrutement d'immigrants de l'intérieur. C'est d'aller repêcher les éléments qui sont capables de s'intégrer, qu'on est capable de former, d'intégrer dans le circuit économique. Donc, un peu comme là actuellement, ils font avec la pénurie de main-d'œuvre qui ouvre les portes de l'immigration, mais c'est très sélectif aussi. C'est ce que je voulais dire, là, vraiment un petit retour sur d'où c'est que ça vient la lutte à la pauvreté, juste pour se rappeler que ça a des origines très étatiques et très dans la reproduction du capitalisme. Donc, tout le contraire de ce à quoi nous, ici présents, j'imagine, on s'identifie. C'est juste se le rappeler. Puis, il y a du monde comme à Centraide ou qui sont des capitalistes, des grands chefs d'entreprise qui vont aussi parler de lutte à la pauvreté. Donc, ils sont sur le même terrain que nous, mais avec une toute autre conception. Les deux tendances opposées de la lutte à la pauvreté, c'est à peu près comme ça que je les présente. Là, ici, vous ne voyez peut-être pas parce qu'il y a mon zoom, là, mais c'est reproduction du capitalisme et puis critique du capitalisme. Donc, dans cette conception-là, la définition de la pauvreté ou la conception, rapidement, mais c'est je vous ai mis la définition de la loi 112 qu'on a au Québec, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaire pour acquérir et maintenir son autonomie économique et favoriser son intégration et sa participation à la société. Ici, dans cette définition-là, on voit vraiment, à mon sens, l'emphase mise sur la responsabilité individuelle, l'autonomie économique, donc acquérir, maintenir l'autonomie économique. Ce qu'on entend par là, c'est vivre de son propre travail et de son propre revenu, peu importe comment est-ce qu'on le génère, mais d'être assisté le moins possible par l'État, on pourrait leur dire comme ça, puis favoriser son intégration, participation à la société. Donc, il ne faut pas être exclu. Puis, ici, parenthèse, mais je suis aussi d'accord avec Marielle quand elle dit qu'on a vraiment des traitements différenciés, très différents, du 2 poids, 2 mesures envers les entreprises et les particuliers. Puis, l'autonomie économique, si on a comme définition que c'est ne pas être assisté, moi, je me demande bien, c'est qui n'est pas assisté au Québec, autant qu'on parle des riches, des entreprises et des individus, alors que dans notre conception des choses, il y a juste les personnes à cité sociale qui ne sont pas autonomes économiquement. En tout cas, ça, il y aurait de quoi à développer, il me semble, ici. Alors que quand on critique le capitalisme, puis qu'on parle de la pauvreté, bien, là, on va le voir plus comme un symptôme nécessaire et inéluctable du capitalisme engendré par la mise en concurrence des individus, l'érosion des solidarités, mais on en a parlé déjà, mais l'affaiblissement des protections sociales, leur accès qui est de plus en plus difficile, puis aussi l'appropriation de ressources, puis l'accumulation de richesses quand il y a des grandes entreprises qui rachètent des petites entreprises locales qui vont les fermer, qui s'approprient des grandes terres pour en faire de l'agriculture quand il y a spéculation immobilière. Ça crée aussi de la pauvreté, ça y participe.
Donc, ici, vraiment une conception de la pauvreté qui, vous voyez la différence, là, dans la première, on met l'accent sur les individus. Dans l'autre, on retourne le projecteur vers le système, le capitalisme. Puis là, ben, la lutte à la pauvreté, ben, comme je l'ai dit, quand on veut reproduire le capitalisme, on met l'accent sur la formation, la réinsertion, l'arrimage en fonction des besoins du marché du travail. On va se tourner vers les collectivités pauvres pour les dynamiser, les organiser pour qu'elles se prennent en charge. Puis pour les autres, ben, il va quand même avoir une aide de dernier recours minimale qui est l'aide sociale. Ici, on pourrait dire qu'on atténue les effets de la concurrence et du capitalisme pour que le capitalisme et la concurrence puissent se reproduire. C'est l'idée, puis surtout aller repêcher les éléments prometteurs, comme je disais tantôt, aller les recruter. Alors que dans l'autre, ben, quand on critique le capitalisme, il y aurait, je le mettais à la blague, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, mais on pourrait bien abolir le capitalisme, très ambitieux. Déjà que parler de protection sociale et de services publics universel qui donne lieu à d'autres dynamiques sociales fondées sur l'égalité entre les personnes. C'est très ambitieux. Puis, je vous donne des exemples dans un instant, mais il me semble que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Puis, à la question, mais au commentaire de la dame, j'ai oublié votre nom, désolé, mais qui vous disiez faut se tourner vers nous-mêmes, nos propres moyens. Collectif en tant que communauté, ville. Moi, je me dis toujours oui, mais ne pas oublier d'interpeller aussi l'État parce que comme communauté, on a aussi très peu de pouvoir sur nos vies, me semble-t-il. Mais ça, c'est une autre question, on pourra en discuter. Donc, je vous donne des exemples de lutte à la pauvreté puis de comment est-ce que ces deux visions-là peuvent s'opposer. En éducation, je vous lance la question, est-ce qu'on soutient les jeunes défavorisés pour qu'ils puissent réussir à performer dans un système scolaire inégalitaire ou on essaie de réformer le système scolaire pour le rendre égalitaire? Puis, moi, j'aime toujours m'appuyer ici sur l'exemple des écoles publiques finlandaises, dans lequel c'est illégal de fonder une école privée et de charger un tarif. Le matériel scolaire est gratuit pour tous les étudiants et étudiantes, les élèves du primaire au secondaire. Les repas sont fournis gratuitement à tous les enfants du primaire et secondaire aussi. Les profs mangent à la cafétéria avec les élèves. Donc, même, ils cherchent à ne pas reproduire la distinction, la hiérarchie entre profs et élèves. Il y a plein d'autres qualités du système, mais j'arrête là juste comme pour vous donner une idée de ça à quoi ça ressemble. Puis là, très concrètement, au Québec, vous avez le club des petits déjeuners, puis qui vont donner des petits déjeuners aux jeunes défavorisés dans les écoles. Puis tu as la coalition Main Rouge qui vont dire non, on ne faut pas privatiser, tarifer notre système scolaire supérieur. Donc, il faut le laisser accessible, puis le rendre d'autant plus accessible. Autre exemple, la question du revenu, l'autonomie économique. Est-ce qu'on soutient les personnes défavorisées pour qu'elles puissent se trouver un emploi et avoir un revenu ou on verse un revenu suffisant à tout le monde? Puis là, deux acteurs qu'on trouve au Québec, il y a le collectif des entreprises d'insertion du Québec. Puis ils vont parler de leurs actions comme des milliers de parcours de vie transformés. Puis ils mettent vraiment l'emphase sur l'intégration des personnes vers l'emploi. Puis c'est ça. Puis d'un autre côté, puis il y a le Front commun des personnalités sociales du Québec qui va être au prochain panel dans 2 semaines, mais qui propose un revenu social universel garanti et un programme de revenus de base. Donc, d'améliorer les revenus disponibles pour les personnes en cité sociale dans le cas de l'élargissement du programme de revenus de base ou même encore projet plus ambitieux, mais d'offrir un revenu suffisant à absolument tout le monde. Un 24 000 à tout le monde, peu importe son statut et son revenu. Donc, je conclus, je vois que j'arrive à mon 15 minutes pour ma conclusion. Je fais juste vous lancer quelques questions. Mais, pour moi, c'est vraiment d'éternelles questions. On ne pourra certainement pas mettre fin au capitalisme demain, puis peut-être même pas mettre en place des politiques publiques égalitaires. Mais qu'est-ce qu'on fait des palliatifs, des petites solutions, des remèdes, des patchs, des plasters possibles à la pauvreté? Est-ce qu'on y contribue? Est-ce qu'on les critique?
est-ce qu'on y contribue tout en les critiquant? Puis je me demande vraiment, est-ce que c'est possible de contribuer tout en critiquant? Je pense à la difficulté de mordre la main qui nous nourrit une fois qu'on est engagé dans des solutions comme ça. Est-ce qu'on peut critiquer les bailleurs de fonds? Est-ce qu'on garde notre liberté de parole? Puis il y a aussi des biais cognitifs que j'ai souvent observés dans le communautaire. Il pourrait associer un mélange entre un biais de confirmation puis un biais de cadrage, mais c'est qu'on les organisations, puis c'est pas que dans le communautaire, mais de concevoir les problèmes à partir des solutions qu'on peut leur apporter pour valider nos solutions. Puis là, je n'ai pas cherché longtemps sur le site du Club des petits déjeuners, mais ils vont dire l'insécurité alimentaire nuit à la réussite scolaire des jeunes des familles défavorisées. Il faut donc aider les enfants à réaliser pleinement leur potentiel, un petit déjeuner à la fois. Fait que là, c'est ça qui devient la belle solution puis qui répond au problème, alors qu'il y aurait d'autres solutions comme la mise en place d'un système scolaire vraiment égalitaire qui réglerait les problèmes à la base. Donc, voilà. Merci et désolé du petit délai, Gabriel. Il n'y a pas de problème. Merci, Maxime, qui nous invite à abolir le capitalisme en fin de semaine. Je vois que ça suscite déjà des discussions. Il y a une personne déjà. Je cède la parole à Vanouza pour la période de questions. Bon, on va commencer maintenant. On va essayer de respecter les 15 minutes pour la période de questions parce qu'on dépasse déjà le temps. Juste avant, Maxime, il y a des gens qui m'ont écrit dans le chat. Ils veulent savoir si c'est possible d'envoyer après la présentation PowerPoint. Fait que si tu peux nous envoyer, on pourrait envoyer à tout le monde qui a participé au panel. Okay. Bon, il y a une question à date. Je vais prendre une question, puis après, si d'autres personnes veulent poser des questions, je vous invite à lever la main, s'il vous plaît. Mais c'est Simon Pouliot. Oui, bonjour. J'ai trouvé ça intéressant. Vous m'entendez? Oui. Oui, OK. J'ai trouvé ça intéressant, ta dernière slide, Maxime, à savoir c'est quoi notre intervention, nous, en tant que groupe qui lutte contre la pauvreté dans ce contexte-là, à savoir, on contribue-tu au patch, comme tu dis, ou ben non, on les critique seulement, tu sais. Puis un bon exemple, c'est les gains de travail, qui est quelque chose que beaucoup de personnes dans l'aide sociale vont être hyper critiques envers, puis que, eux autres, ça leur donnerait vraiment un coup de main de faire en sorte que les gains de travail soient augmentés. Mais en même temps, ça participe vraiment à dire, à la responsabilisation. Puis si, au final, ça devient un gain qu'on a sur le long terme, on participe vraiment à dire, vous avez juste à retourner travailler si vous voulez avoir plus de sous. Puis le gouvernement peut après ça dire, là, on a augmenté le gain de travail. Fait que là, techniquement, on n'a pas besoin d'augmenter l'aide sociale, parce que si vous gagnez plus d'argent, vous allez comme sortir de l'aide sociale. Donc, moi, ça, c'est vraiment avec cette revendication-là particulièrement, je ne sais pas sur Québec dansé, puis on a comme un cas aussi ici, qu'on va travailler là-dessus prochainement. Puis, je me pose beaucoup de questions là, à ce niveau-là. Puis, comme tout avec Objectif Emploi, le Workfare, puis ça, parce que ça donne, veut pas, ça donne beaucoup d'argent dans les poches des gens aussi. Fait que, dans les médias, la personne, ça la sort un peu de la merde, elle est contente de ça, mais bon, on rentre encore dans la roue de comme, tu vas aller travailler, tu vas faire un burn-out, tu vas revenir sur l'aide sociale, puis on ne ressortira pas de ça, fait que c'est super, c'est vraiment l'arbre qui l'écorce. Bon. Il y a une autre question. Robert Roussel. J'essaie d'enlever ma main. Moi, je l'enlèverai après. C'est juste savoir avec Maxime, bonjour à tous, savoir, on parle de la lutte à la pauvreté, peut-il avoir de 2, 3 générations dans la société? Y a-t-il un moyen de se battre pour s'en sortir? Bon, et je vais prendre une troisième question. Enlever ma main, est enlevée. OK, merci. Oui. Il y a une troisième question. Linda Lalancette. Bonjour. Alors, moi, ma question, c'est que moi, je fais partie de celles qui critiquent le capitalisme. Puis c'est fréquent dans les groupes en défense collective des droits. Comme aujourd'hui, je pense que le discours passe bien parce qu'on est une majorité de ces groupes-là. Mais ma question, c'est en dehors
de ces groupes-là, ça devient plus touché de faire ce genre de critique-là. On va te placer assez rapidement dans la case radicale. Fait que je me demandais comment on peut faire en sorte que les autres groupes qui travaillent plus en santé, services sociaux, soient amenés à se poser ces questions-là, eux autres aussi. Bon. Merci. Maxime, à toi la parole. Des grosses questions aux grandes questions que je vous lance. Fait que j'ai pas tant de réponses là, définitives, évidemment, à donner à ça, mais déjà, merci Simon là, d'avoir réagi à la question et d'avoir mis de la chair autour de l'os. Moi-même, cette question-là, pour développer dessus, là, mais c'est vraiment un dilemme réel de est-ce que c'est le court terme versus le long terme, on pourrait la remettre comme ça pour mieux la phraser, mais c'est la lutte à la pauvreté, même dans sa version capitaliste, à l'aide du monde. Il y a du monde qui vont passer par les entreprises d'insertion, puis qui vont réellement se pogner une job, puis être intégrés, puis vivre une bonne vie protégée. Quoique, ce que Marielle disait aussi, il y a du monde qui, le cycle est fini, sont pognés dans la réinsertion à perpétuité, dans mesure où elles n'arrivent jamais à se réinsérer. Et elles font des démarches, elles font des démarches, elles font des démarches, puis au final, sont juste constamment mises en échec devant leurs tentatives. Il y a ça aussi qui se produit. Donc, je ne suis pas en train de dire non plus que la réinsertion, c'est tout beau, mais il y a quand même dans certains cas où ça fonctionne. Puis là, je dirais, tant mieux pour ces personnes-là, puis on ne peut pas non plus les prendre en otage dans nos luttes en se disant, ben non, on veut abolir le capitalisme, donc on ne va certainement pas rajouter des personnes qui vont y contribuer dedans. Mais en même temps, on en vit puis on en dépend tous et toutes. Fait que c'est quand même comme ça que ça se produit. Fait que ça, c'est gros dilemme que j'ai moi-même vécu dans certaines luttes. Fait que c'est vraiment pas évident. Fait que ça, puis aux autres interventions, mais comment lutter à la pauvreté, je ne sais pas trop. Je finissais là-dessus en disant, peut-être au moins être conscient des limites de nos solutions, c'est déjà beaucoup, et d'être capable d'en discuter, plutôt que de se faire croire que nos petites solutions sont merveilleuses. Fait que, de le faire en toute lucidité, c'est déjà beaucoup pour moi. Fait que, ça peut être, pour moi, c'est une piste de solution, puis comment intégrer d'autres personnes qui sont plus en conception santé, services sociaux, c'est de s'adresser à leur sensibilité, si elles veulent aider le monde ou si elles ne veulent pas que le monde soit de plus en plus malade ou autre, puis en santé publique, ils vont le dire. Les déterminants sociaux de la santé, c'est fondamental. Fait qu'on peut miser là-dessus pour dire, si vous voulez que le monde soit en santé, mais ça prend des bonnes conditions de vie. Puis il y a certains alliés même du côté du réseau pour mettre de l'avant ces solutions-là puis ces conceptions-là. Ça, c'est faisable, mais ce n'est pas gagné d'avance. Puis justement, je pense parce que le monde sont très engagés dans les solutions qu'elles portent, les interventions qu'elles portent. Quand on arrive avec des grosses critiques, c'est très déstabilisant pour elles. Je dirais ça comme ça. Bon, merci Maxime. Il n'y a pas d'autres questions. Fait que je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, mais on pourrait aller à la pause maintenant. Je vais passer la parole à Gabriel plutôt. Oui. J'ai mis le PowerPoint dans le chat si vous n'aviez pas remarqué. Donc, il est là. Puis à la fin, il y a des références, quelques-unes, si vous voulez fouiller davantage. Merci, Maxime. Avec plaisir. Oui, merci, Maxime. Effectivement, on pourra passer à la pause pour ne pas trop la compresser, mais sur la question de comment lutter contre la pauvreté, c'est aussi le thème de notre prochain panel, le 30. Donc, c'est un petit clin d'œil qui vous invite à revenir dans 2 semaines à cette édition du panel.
Donc, il est 11h15. On proposerait une petite pause de 10 minutes pour rattraper un peu le temps et ne pas finir en débordant trop et avoir tout le temps nécessaire pour la présentation de Lucie et la période de questions. Donc, on vous invite à revenir à 11h25. Merci. Eh bien, bonjour. Bienvenue de retour. Avec les caméras fermées puis les micros fermés, c'est dur de savoir si le monde sont revenus ou non. Je céderai quand même, j'attendrai peut-être quelques secondes encore. Et c'était une manière de souligner sa présence, Sylvain, j'imagine. Donc, oui. Excellent, merci. Donc, je passerai la parole à Lucie Lamarche pour notre dernière présentation. Bonjour, Lucie. Merci, Gabriel. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Alors, merci au MEPAC pour l'invitation et merci surtout aux interventions qui m'ont précédé et qui vont me permettre de grignoter quelques secondes, précieuses secondes, sur les 15 minutes qui m'est attribuée. Donc, il s'agit, si j'ai bien compris, d'introduire cette notion pas très séduisante a priori, là, qui concerne la fiscalisation du social. Alors, deux petites infos. J'ai mis dans le chat la référence à un document produit par la Ligue des droits et libertés en 2020, que vous trouverez sur le site de la Ligue et qui s'appelle « Le droit à un niveau de vie suffisant. Faut-il s'inquiéter lorsque le rapport d'impôt s'en mêle? » Et nous avons depuis poursuivi cette réflexion avec ma collègue Marie-Pierre Boucher de l'UQO et nous publierons sous peu une autre brochure qui est le résultat d'un travail collaboratif avec les OSMOF, les programmes d'employabilité femmes, et qui s'appellera « Connaissance et usage des politiques de soutien du revenu fiscalisé pour les femmes chefs de famille monoparentales ». Alors, c'est là que j'en suis, c'est-à-dire que plutôt de regarder derrière, j'ai tendance à regarder devant. Et pour démarrer, je vais rebondir à l'intervention de Sylvain avant la pause en partageant avec vous une image. Et comme on dit, une image, ça vaut 1000 mots. Alors, mon problème, c'est qu'il faut que je trouve l'image. Excusez-moi, ça ne sera pas très long. C'est celle-ci que c'est toujours pareil. Je pensais y arriver facilement. Que se passe-t-il? OK, la voici. Donc, voici la réponse à la question de Sylvain. Et je m'explique. Nous avons bricolé ce petit tableau à partir d'un ensemble d'informations. Et comme c'est bien petit, je vous le présente. Donc, tout en bas de l'écran, vous avez la ligne revenu qui correspond au revenu annuel. Et les couleurs vont comme suit. Le jaune, c'est l'aide sociale. Et toutes les autres couleurs, c'est la portion du revenu qui est issue de crédit d'impôt. Et on a limité ça au crédit d'impôt qui concerne les personnes les plus pauvres ou les plus vulnérables. Donc, bien sûr, l'allocation canadienne pour enfants, l'allocation famille, crédit d'impôt solidarité, TPS, supplément de travail et prime au travail et ce qu'on appelle l'ACT, l'allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, c'est un mix de crédits d'impôt issus du fédéral et du provincial. Et la majorité de ces crédits d'impôt sont ce qu'on appelle des crédits d'impôt remboursables, c'est-à-dire que vous pouvez les toucher,
même si vous n'avez pas d'impôts à payer. Alors, il y a des choses évidentes là, quand on regarde le tableau. Alors, Sylvain a parfaitement raison. Si vous allez à la gauche du tableau, c'est la colonne revenu zéro, vous allez voir que le portrait en juin 2021, c'est qu'effectivement, alors le tableau concerne une famille monoparentale avec 2 enfants. Alors, vous voyez bien, en bleu, ce sont les allocations canadiennes pour enfants et l'allocation famille. Et effectivement, c'est à peu près 50% du revenu d'une famille monoparentale avec 2 enfants sur l'aide sociale. Ce n'est pas banal. La couleur marron, c'est le supplément travail, le crédit TPS et d'autres crédits. Alors, ce que le tableau nous dit, c'est que maintenant, le seuil de pauvreté est approché ou franchi par une portion égale d'aide sociale provinciale et de crédit d'impôt famille provinciale et fédérale. Alors, plus le revenu annuel augmente, on n'est pas millionnaire ici, là, elle est à peu près au milieu du tableau, autour de 15 000 $. Quand le jaune disparaît, quand l'aide sociale disparaît, eh bien, les allocations familiales ne disparaissent pas. Et vous voyez qu'elles commencent à diminuer à peu près autour de 35 000 $. Ça, c'est l'extrême droite du tableau. Donc, quand on bricole tout ça, hein, on considère les 6 ou 7 crédits d'impôt qui sont les plus importants pour les personnes les plus vulnérables et on considère l'indéniable importance des allocations familiales, l'ACE, l'allocation canadienne pour enfants et l'allocation famille Québec, on voit bien qu'on est, c'est pas back to the future, là, on est rentré dans l'ère de la fiscalisation du social, c'est-à-dire que les crédits d'impôt sont aussi importants pour lutter contre la pauvreté, même si ce n'est pas mon expression préférée, que les programmes directement destinés à l'aide sociale. Donc, quand Marielle disait « Où est-ce qu'ils sont les pauvres? » Parce que depuis 10 ans, sauf exception, il y a une décroissance constante du total des bénéficiaires de l'aide sociale, ils sont quelque part là-dedans. Ils sont quelque part là-dedans et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont une bonne job. Parce que pour toucher un crédit d'impôt quelconque, qu'il soit ou non versé automatiquement, je pense par exemple au crédit solidarité qui est versé automatiquement, ce n'est pas un job que ça prend, c'est un revenu. Alors, tu sais, que vous soyez un conducteur Uber, que vous travaillez au gris, au noir, au jaune, dans l'entrepôt d'Amazon, pour une agence de sécurité ou dans un resto, on s'en fout. Parce que pensez-y bien, quand vous complétez un rapport d'impôt, vous déclarez des revenus et non pas des revenus salariés. L'affaire est d'autant intrigante si vous sortez de mon petit tableau et vous pensez aux personnes seules. Parce que si on admet, comme le posait Sylvain, que les familles monoparentales sont lourdement supportées dans leur pseudo-sortie de la pauvreté par les programmes famille, les allocations familiales, quand vous êtes une personne seule, tout le bleu qui est sur mon tableau disparaît et il vous reste des programmes mineurs. Et certains de ces programmes mineurs ont été bonifiés durant la période pandémie PCU, PCRE, qui a été un formidable laboratoire pour le gouvernement fédéral parce qu'on a mis à l'essai, finalement, un programme de revenu universel par voie d'impôt, de crédit d'impôt. Donc, nous sommes profondément engagés dans cette lutte à la pauvreté par voie de fiscalisation. Hein. Tous les mots, il faut se méfier de tous les mots qui finissent en sion, mais là, je vous le dis, remplacez ça par programme de crédit d'impôt au pluriel, puis vous avez l'essentiel de la composante fiscalisation de la lutte à la pauvreté qui, je le répète, fonctionne
mieux, si on veut être optimiste, en présence d'enfants que pour les personnes seules. Or, c'est vous les experts des statistiques trimestrielles de l'aide sociale, et vous savez comme moi que personnes seules, ce n'est pas juste des jeunes personnes seules, que les hommes de 55 ans et plus sont aussi très présents dans les statistiques. Cette tendance, ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est arrivé. Cette tendance, c'est l'écho parfait de la situation états-unienne actuellement, où le fédéral dépense plus avec un méta-programme qui s'appelle EITC, Employment Income Tax Credit, exactement un bricolage d'impôts négatifs. Ils dépensent plus que tous les États mis ensemble, tous les États américains mis ensemble, dépensent en aide sociale. Quel est le message? Des programmes de type aide sociale, et je fais exprès pour brosser à très grands traits, et je ne dis pas que j'ai raison, sont peut-être appelés à disparaître. Et le prochain qui va peut-être disparaître, changer de nom ou changer de gabarit, c'est l'assurance chômage. On nous promet une réforme, mais quand on regarde la tendance au crédit dépôt, on peut se demander quelle réforme. Alors ça, ce sont les faits. Ce n'est pas l'opinion, c'est les faits. Maintenant, quel est le problème? J'ai un ensemble de petits commentaires décousus pour tenter de poser cet enjeu de la fiscalisation dans le contexte de ce droit humain à la protection sociale, qui est quelque chose qu'on n'a pas inventé. Alors, avant de vous présenter ma petite liste bricolée, un méta-commentaire, je n'ai jamais eu d'affinité avec l'expression « lutte contre la pauvreté » parce que l'engagement de tous les États en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est celui de l'amélioration constante des conditions d'existence et pas de la lutte acharnée pour passer une couple de 1000 familles de plus au-dessus de la ligne de la mesure du panier de consommation cette année ou l'année prochaine. La pauvreté, c'est un fait. Le droit humain, c'est celui à l'amélioration constante de nos conditions d'existence. Alors, ce tableau amène une nouvelle réalité, je dirais, de livraison de la protection sociale destinée à lutter contre la pauvreté. Alors, premier problème, ça fait des décennies qu'on déteste la loi sur l'aide sociale. Alors, moi, je l'appelle la loi hors la loi. C'est l'indignité de toutes les indignités. Si on veut s'en débarrasser au profit d'une formule quelconque de revenu universel garanti, il faut savoir où est-ce qu'on est. Actuellement, les mécanismes de redistribution par voie de crédit d'impôt ressemblent assez au tableau que vous avez ici et ne visent que certaines populations. Deuxièmement, ce tableau est le résultat de lois de budget et non pas de lois sociales. Alors, on est habitué de travailler avec des lois sociales, la loi sur l'aide sociale, sur les accidents de travail, l'assurance automobile, victimes d'actes criminels, l'assurance chômage, etc. Qui d'entre nous a lu la dernière loi sur le budget? Parce qu'il y en a une par année. Alors, ça pose un problème d'imprévisibilité et de participation. Exemple, on est en train de régler avec toutes les provinces canadiennes sur les garderies. Il y a des bonnes chances que la prochaine loi du budget soit moins généreuse pour certaines provinces du moins en ce qui concerne l'allocation canadienne pour enfants, parce qu'on sait que cette allocation est souvent destinée chez les moins pauvres à payer les frais de garderie dans les provinces canadiennes. Où va se faire le combat, où va se faire le débat? Qui est à la table des lois de budget? Problème donc de participation à la détermination des règles. Troisième enjeu, je répète, ce n'est pas la qualité de la job qui détermine le chiffre qu'on met dans son rapport d'impôt, c'est le revenu et toute forme de revenu. Il y a donc un délestage, un abandon de tout l'enjeu du travail décent ou du travail de qualité. Ce n'est plus important lorsqu'on redistribue
ou qu'on prétend lutter contre la pauvreté avec des crédits d'impôt, c'est seulement le revenu qui compte et le revenu du ménage. Alors là, on revient à la bonne vieille analyse genrée du ménage, on n'en sort pas. Autre point, les enfants d'abord. Alors, je suis parent, je n'ai absolument rien contre la sécurité des enfants, mais j'en ai contre l'invisibilité des personnes seules. Quel espace, donc, pour les personnes seules, parce que l'on se retrouve dans une situation où le fédéral dépense beaucoup pour les enfants et Québec, qui garde un petit peu sa tête dans le sable, là, fait comme s'il ne s'apercevait pas que l'aide sociale est en train de devenir une niche de personnes qui présentent des contraintes dramatiques ou encore de personnes seules et qui, elles, sont moins à même de jouer le jeu des crédits d'impôt destinés aux familles. Autre point, le territoire et la fiscalisation. Alors, j'ai entrepris, vous pouvez trouver en ligne avec un petit retard de 2 ans, toutes les dépenses par type de crédit d'impôt, puis vous pouvez les fractionner par région administrative. Il y a des affaires étranges. Les régions administratives ne font pas le même usage des crédits et c'est bien difficile d'imaginer pourquoi, mais c'est fort intriguant parce qu'il y a peut-être là un coefficient discriminatoire. C'est ce que j'appelle le ciblage fiscal. Qu'est-ce que Merlin l'Enchanteur a mis dans la marmite de la loi du budget? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Et donc, quelle dépense fiscale? C'est quand même énormément d'argent. Sommes-nous prêts à engager? Et de ce point de vue-là, la marmite des marmites, ça a été le grand laboratoire de la PCU. On a beaucoup parlé de fracture numérique. Maintenant que les fonctionnaires sont invisibles, déterritorialisés et qu'il faut tout numériser, c'est un vieux problème en matière d'impôt, la fracture numérique, qui est doublée de ce qu'on appelle en littérature gracieusement l'illittératie. C'est-à-dire qu'il existerait un truc qui s'appelle la littératie fiscale ou la littératie de l'impôt. Et je vais vous donner un exemple bête. Comprenez-vous le jargon de votre avis de cotisation, même si vous êtes un alphabétisé scolarisé? Moi, des fois, j'ai des doutes. Alors là, on crée une nouvelle zone de problèmes de trop payés, de mal compris, de mal déclarés, voire de comportements pseudo-frauduleux. Puis finalement, on reproduit le drame de l'aide sociale. Bonjour. Donc, la question des dettes, des surpayés ou des mal payés, ça ne s'évanouit pas magiquement parce qu'on change la formule. Mais le grand thème, c'est l'imprévisibilité. Et ça, n'importe qui a un emploi précaire va vous l'expliquer. Si vous ne savez pas quel revenu vous allez déclarer à la fin de l'année, ben, c'est bien difficile de pouvoir compter sur des crédits qui non seulement varient loi de budget par loi de budget, mais varient aussi en fonction de vos revenus. Parlez aux gens qui font le test d'admissibilité dans les bureaux d'aide juridique, le débat de est-ce que j'apprécie le revenu aux fins de l'éligibilité sur une base annuelle ou mensuelle, tout le problème tourne autour du rapport d'impôt. Donc, on a, sur le plan des irritants de cette nature, on n'a rien réglé comparativement à l'aide sociale. C'est un nouveau monde, mais mon tableau veut seulement proposer la chose suivante. Ce n'est plus un monde que l'on peut escamoter et c'est peut-être le monde de demain. Alors, on a l'habitude de dire, bon, toute l'affaire, c'est le côté chiche du seuil de pauvreté, j'en suis, mais pour moi, le côté chiche, c'est le côté abracadabra, Merlin l'Enchanteur de la lutte à la pauvreté par la fiscalité pour son côté difficilement compréhensible, surtout son imprévisibilité. Parce que s'il y a une caractéristique qui est propre au droit humain à la protection sociale, c'est bien sûr la prévisibilité. Et cette prévisibilité, elle contribue
à l'amélioration constante des conditions d'existence. Donc, il y a tout un ensemble de questions qui sont liées à cette mutation profonde et actuelle, pas éventuelle, actuelle. Je n'ai pas inventé ce tableau. On l'a bricolé à partir des données disponibles. Et ce qui m'intrigue en conclusion, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Et on devrait, je pense, même si ce n'est pas tellement excitant, en parler exactement pour revenir à l'intervention de Sylvain avant la pause, parce qu'il y a des gens aujourd'hui dont la survie dépend plus des crédits d'impôt que du programme provincial dit de base, c'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs aussi, dit de base qui s'appelle l'aide sociale. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on sait ce qu'on veut en termes de programme? Pas en termes de seuil, en termes de programme, parce que le seuil est mis à risque par la nature du programme, et particulièrement quand le programme est obscur, annuellement changé et très difficilement accessible, comme c'est le cas du postulat de la protection sociale par voie de fiscalisation. Je pense personnellement que le prochain test au Canada, je ne sais pas ce que le gouvernement Trudeau minoritaire en fera, mais ça va venir un jour, c'est le programme d'assurance chômage. Parce que ce que les mesures pandémie ont révélé, c'était dans le rapport annuel de la Caisse d'assurance chômage qui a précédé la pandémie, c'est que maintenant, il y a plus de gens qui chôment pour des problèmes de santé et des exigences familiales que pour la bonne vieille perte d'emploi telle qu'on la concevait. Alors, c'est un programme qui ne livre pas et c'est pour ça qu'il y a eu tous les satellites PCU, PCRE adaptés lorsque c'est un membre de ma famille qui est contaminé, lorsque c'est moi qui est contaminé, bref, lorsque ma force de travail ne me permet plus de déclarer un minimum de revenus ou aucun revenu et conséquemment de bénéficier de ces crédits d'impôt. La pandémie, je cherchais tantôt la référence, je ne la trouve plus, mais je l'ai lue dans la Globe and Mail, a fait en sorte que 8% de Canadiens de plus font leur rapport d'impôt. On est rendu autour de 91-92%. Donc, en plus, le setup est en place pour fiscaliser le social. Donc, je sais qu'on veut faire la révolution. Ça, c'est le seuil d'une mini-révolution. Et, ben voilà, vous allez dire que je suis complètement obsessive-compulsive, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus collectivement parce que c'est en train de se mettre en place sans qu'il n'y ait de posture critique que j'entende, en tout cas, émanant du mouvement communautaire. Et j'arrête. J'espère ne pas avoir triché. Ou si peu. Oui, merci Lucie. Ça l'a dépassé un peu, mais bon, vous étiez dans une lancée. Merci pour cette présentation. Donc, on aurait un petit moment pour prendre des questions. Je vous cède la parole à l'Assemblée. Bon, on va avoir, parce qu'on est censé terminer dans 12 minutes. Bon, je vais vous laisser 10 minutes de questions et j'ai déjà une question. José, il y a juste José pour l'instant, fait que je vais prendre la question de José, puis s'il y a d'autres personnes, vous pouvez lever la main aussi. José. Oui, bien, merci Madame Lamarche. Je trouve vraiment intéressant la manière que c'est amené. Effectivement, on a des questions à se poser par rapport à ça. Ma question est, dans le contexte des crises actuelles qu'on vit, par exemple la question de la pandémie ou d'autres crises éventuelles qui pourraient nous arriver, par exemple avec la crise climatique, il va y avoir plein d'autres crises qu'on va devoir vivre là, dans les prochaines années. Comment le gouvernement peut continuer à aider les gens par la fiscalisation alors que les gens vont perdre leur travail comme c'est arrivé durant la pandémie.
Donc, s'il y arrive quelque chose, bon, je prends l'exemple, admettons, en Colombie-Britannique, ce qui est arrivé cette semaine, OK? Bon, là, ils ont eu des glissements de terrain, tout est arrêté là-bas, là. Les gens ne travaillent pas. Les programmes sociaux ne seront pas adaptés là, avec ce qui s'en vient. Moi, ma question, c'est comment le gouvernement peut continuer à bâtir sur la fiscalisation du revenu au lieu de construire sur des programmes sociaux qui seraient stables, malgré ce qui va arriver, malgré les crises qui vont arriver. Ça prendrait des programmes sociaux stables pour s'assurer que pendant les crises, les gens ne vivront pas l'insécurité, puis comme tu disais, ils ne vivront pas l'imprévisibilité, mais qu'il va y avoir une stabilité du revenu pendant ces périodes de crise. Voulez-vous prendre plus qu'une question? Il y a une autre question. Il y a Michel. Bonjour, Mme Lamarche. Ça faisait un petit bout de temps que vous n'avez pas vu. Écoutez, c'est juste pour vous dire que quand même, sur le terrain, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la campagne. C'est quoi le rapport? J'en parlais plus tôt ce matin et c'est exactement ce qu'on demande, quelque part, une défiscalisation pour avoir accès au crédit d'impôt. Maintenant, c'est toujours la question de la mobilisation et comment mobiliser ces gens-là, parce que nous autres, on essaye quand même, on fait des démarches, des conférences de presse, des actions, du visuel, des trucs qui s'en viennent, mais c'est tout le temps la question d'aller chercher les personnes concernées. Et comme il y a souvent la question de la rupture numérique, la fracture numérique, c'est-à-dire et que les outils présentement qu'on a rejoignent les gens qui sont très à la mode, là, les Facebook de ce monde, on était un petit peu en train d'essayer de trouver des solutions pour mobiliser ces gens-là. Et je sais que c'est pas facile, il n'y en a pas de recette miracle, mais on travaille quand même là-dessus. Pensez-vous que c'est des gains qui pourraient être faits ou y a-t-il des trucs qu'on pourrait amener? Parce qu'on a zéro écoute là, pour l'instant. On n'a même pas de retour des ministres concernés. Là. OK. Ouais. Vous pouvez répondre. Alors, la question de José, c'est une excellente question parce qu'il y a quand même un dilemme important. Les programmes fiscalisés, PCU, c'est l'exemple des exemples, PCU, PCRE, sont remarquablement flexibles et capables d'agir beaucoup plus rapidement qu'une prestation sociale prévue par une loi sociale à une situation de crise. Que ce soit climatique, une inondation, un incendie, une tempête de neige ou une pandémie, parce que, premièrement, il n'y a pas de débat, c'est des crédits, et c'est des crédits dégagés subito, parce que la PCU, je vous fais remarquer qu'il y a eu exactement 45 minutes de débat à la Chambre des communes. Pouf, c'est parti au Conseil du Trésor, et j'exagère à peine, les chèques étaient dans la poste. Bon, il faut quand même reconnaître que ça a fait la job à une remarquable vitesse. Donc, les mesures fiscales sont des mesures flexibles. Et ce sont donc des mesures ciblées en fonction de ce que le gouvernement décide être important, urgent, imminent, de même qu'il va décider de la durée de sa mesure. PCU, PCRE, tu sais, oui, on le renouvelle, puis tout à coup, oups, on ne le renouvelle plus. Bon, c'est l'antithèse de la prévisibilité et donc du droit humain, mais c'est le summum de la flexibilité. Et c'est difficile d'être critique quand on n'a pas nous-mêmes, finalement, trouver un peu, c'est comme si on cherchait notre chat. Hein? On sait que c'est là, mais on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, comment appréhender le phénomène. Mais incontestablement, c'est parfait pour répondre à une crise, si j'ose dire, jusqu'à temps que ça soit plus parfait. Donc, c'est ça pour moi la grande tension. Et vu du point de vue de l'État, c'est beaucoup plus économique à gérer que de loi sociale. Hein? C'est horrible de parler comme ça, mais les millions de révisions
appel au tribunal administratif du Québec, oubliez ça, là. Qui sait, qui comprend, qui est capable de trouver son chemin pour contester un avis de cotisation au fédéral? Il faut être courageux. Hein? Il faut savoir lire, puis il faut être courageux. Donc, il y a un coût de système qui est absolument aplati et que les États considèrent. Sur la question des cliniques, alors là, Michel, la grande mode, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, la grande mode, c'est les cliniques d'impôt. Alors là, toutes les écoles de sciences de la gestion, HEC, Cégep, technique comptable, tout le monde fait des cliniques d'impôt. On ne peut pas être contre la vertu. Hein? Si la survie de plusieurs dépend, par exemple, de l'allocation canadienne pour enfants, et ça, c'est clair statistiquement, bien, tu ne peux pas quand même traiter de sale capitaliste mes jeunes amis qui mettent sur pied des cliniques d'impôt parce que ça marche. En période de crise, on a accru le nombre de Canadiens qui ont choisi, ou pas choisi, de déclarer leur revenu de quand même 7-8 %. Ce n'est pas des cacahuètes, là. Je veux dire, c'est un accroissement sérieux. Et ce n'est pas parce que les gens sont devenus plus vertueux, c'est parce que la survie est à la clé de la vertu. Hein? Et donc, de la même façon qu'on a compris qu'on ne peut pas avoir de l'aide sociale si on ne remplit pas le formulaire, bien, on a compris qu'on ne peut pas avoir accès à certains crédits d'impôt si on ne déclare pas son revenu. Et j'insiste sur le mot revenu. Pas le mot, ce n'est pas le salariat, c'est le revenu. Alors, PCU, le message, c'est 5 000 $. Bon, il y en a qui ont eu des petites surprises, là. Hein? Il y a des petits avis de remboursement dans l'air. Mais ceci dit, le message, et c'est ça que j'appelle le ciblage, en période de pandémie, le message ciblé, c'était 5 000 $ de revenus. Pour quand même une prestation qui n'était pas à négliger dans des circonstances particulières. Mais si le message ciblé, c'est, dans le cas des bénéficiaires de l'aide sociale, c'est fais ton rapport d'impôt pour aller chercher l'entièreté de l'allocation canadienne pour enfants ou de l'allocation enfants Québec, c'est certain que je vais le faire. Quand tous les Canadiens sont dans le système, là, il y a vraiment une rencontre imprévisible entre le ciblage des mesures de demain et la fracture numérique, qui, de mon point de vue, est un aspect de la violation du droit humain à la protection sociale sur laquelle on s'est encore fort peu penché. Bon, merci, Madame Lamarche. On est rendu à 11h57. Bon, je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Hein, Gabriel? Je te laisse la parole. C'est l'heure du lunch. Oui. Oui, effectivement. Sinon, on va commencer à perdre tout le monde une à une. Donc, ben, merci beaucoup d'être venus si nombreux, nombreuses pour cette première partie-là de notre panel sur la lutte à la pauvreté. Merci vraiment à nos panélistes d'avoir nourri notre réflexion collective sur une lutte qui nous tient à cœur. Je vais faire ça très court. On se revoit dans 2 semaines. On vous invite le 30 septembre prochain, même heure, toujours sur Zoom. Ça va être un nouveau lien qu'on va vous envoyer dans les prochaines heures. Puis, ça va être pour approfondir notre compréhension de la lutte à mener. On va avoir un grand moment de discussion, un 40 minutes, si je me souviens bien, à la fin, pour pouvoir débattre ensemble de la lutte qu'on a amenée. Mais avant, on va nous présenter 3 leviers de lutte à la pauvreté de 3 campagnes différentes, de 3 panélistes. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci aux panélistes encore une fois. Et passez une belle journée.